Avec quoi tu repars? Il y a un côté reboostant, quoi, le fait de vivre un peu les mêmes choses et d'être parmi des gens qui ont envie de changer les choses. Donc voilà, je pense qu'il y a le côté un peu d'émulation collective. Nous sommes à Montpellier, aux universités du tourisme durable. Qu'est-ce qui s'est dit? Qu'est-ce qu'on a entendu? Les ateliers, un podcast de ATD, les acteurs du tourisme durable. Le tourisme de masse peut-il être responsable? Un atelier animé par Jean-Michel Blanc, Aïda Irest et administrateur ATD. J'ai eu le plaisir d'animer une table ronde sur le tourisme de masse est-il responsable? Vaste question à l'heure d'un gros tourisme bashing, où on parle de plus en plus du tourisme avec pas mal de recul et où le tourisme de masse est souvent montré du doigt. On a eu l'occasion dans cette table ronde d'accueillir 3 acteurs de l'hébergement qui incarnent des caractéristiques du tourisme de masse d'aujourd'hui et qui ont pu apporter leur témoignage à la fois sur les actions qu'ils réalisent et les besoins qu'ils pourraient exprimer à l'égard des pouvoirs publics. Jean-Paul Corbas, président de l'Artes, acteur du tourisme social dans le champ de l'économie sociale et solidaire basé à Lille, avec une activité nationale. Premier objectif était d'obtenir un label clé verte et de partir ensuite sur l'obtention de l'écolabel européen. Quelle action vous a demandé le plus de courage? La plus difficile, c'est d'expliquer aux gens... Alors c'est pas celle qui demande le plus de courage, mais je trouve que ce qui est difficile pour les gens qui sont dans les établissements, c'est de voir arriver régulièrement les vacanciers pour leur dire qu'est-ce qui se passe? Vous faites des économies d'eau? Ah bon? Et pourquoi on ferait des économies d'eau? Il y a pas de pression dans vos douches. Ah mais c'est pas qu'il y a pas de pression, madame ou monsieur, c'est parce que simplement on a mis des économiseurs d'eau et des mousseurs, et donc par conséquent vous avez moins de pression. Ça permet de faire des économies d'eau. Ah bon? Mais au restaurant vous faites quand même des économies aussi, parce que avant il y avait des sucres qui étaient enveloppés. On avait des sucres individuels. Ah mais maintenant c'est un sucrier avec une cuillère. Ah mais c'est pas bien. Il faudrait qu'on retrouve. Voilà. Toutes ces choses-là, ça c'est du vécu, c'est du quotidien. Alors bien sûr, on est loin des grands enjeux, mais c'est un quart du chemin qui est à faire pour le développement durable, est à faire par un engagement individuel. Et ce quart, on y contribue. Bonjour, Stéphane Le Billon, directeur général de VVF. VVF, opérateur du tourisme social. On a une centaine d'établissements présents sur 60 départements. Et donc la question pour nous, c'est finalement comment faire cette transformation. On est engagé depuis 2014 sur une démarche RSE. Et aujourd'hui, on est dans une phase de travailler sur toutes les questions finalement d'impact environnemental et toutes les activités dites carbonées. Et donc, un de nos enjeux aujourd'hui, c'est de travailler sur la question du transport, puisque c'est la première activité qui pose aujourd'hui un souci pour l'environnement. Et donc, comment on organise l'avenir du tourisme, comment on accueille les clients, comment on travaille aussi avec la puissance publique. L'enjeu, c'est vraiment de redévelopper des schémas de transport qui soient en cohérence avec les attentes et les destinations des vacanciers. Le dernier kilomètre, c'est un sujet qui est toujours central. Le problème du dernier kilomètre, oui. Mais quand on a une grosse structure comme la vôtre, c'est assez facile de mettre un bus à l'arrivée de la gare, non? Parce que tout le monde va au même endroit. Donc... Alors, si on était dans le dernier kilomètre par rapport à la gare, ça serait vraiment une chance. C'est pas le cas. Majoritairement, les sites sont quand même éloignés entre 10 et 20 km des gares. Donc, il y a une vraie réflexion à porter sur la question des schémas de transport sur certaines destinations touristiques. Aujourd'hui, on a des équipements publics qui tournent pas pendant les vacances scolaires, qui sont sur du service public hors vacances scolaires. Donc, je pense qu'il faut vraiment repenser l'ensemble de l'économie touristique pour recréer des schémas où la consommation elle est portée par des équipements collectifs qui permettent de favoriser un tourisme plus durable. Pour vous donner quelques chiffres, on fait 80 millions d'euros de chiffre d'affaires et on fait 50 millions d'euros d'activités additionnelles en faisant travailler l'écosystème local, que ce soit les guides, les activités de loisirs, les solutions locales de transport. C'est des vrais défis. Comme on a pu le voir là dans ces enjeux portés par le tourisme de masse, c'est finalement, c'est pas tellement la question du surtourisme, parce que le surtourisme, c'est des effets de concentration, de surinvestissement. La question du tourisme de masse, c'est comment on a une offre finalement qui est ouverte à tous et qui soit la plus neutre possible pour le territoire.
et voire même qui contribuent à sa stabilité économique. On a 60 villages qui sont en zone rurale et moyenne montagne. C'est souvent les premiers acteurs économiques locaux. Ils sont ouverts un peu plus de 7 mois dans l'année, donc ils font vivre des gens. Ils font vivre aussi les écosystèmes. Ils permettent d'entretenir les chemins de l'activité économique. Et donc ces enjeux de tourisme, on voit bien qu'ils sont très différents suivant les territoires. Et donc les schémas d'organisation et de développement doivent être posés, réfléchis avec tous les partenaires, tous les acteurs, que ce soit les acteurs publics, les acteurs privés, si on veut réussir cette transformation dans les prochaines années. Bonjour, Mathieu Morel, donc gérant de camping Beauregard à Marseille-en-Plage et aussi référent pour les questions environnementales au sein de la Fédération d'hôtellerie de plein air Languedoc-Roussillon. Notre questionnement il est qu'on est face à une mutation obligatoire qui s'impose à nous. Il faut bien comprendre que, comme toutes les entreprises capitalistiques, on cherche à obtenir le plus de profit et pendant longtemps ça a été quantitatif. Or là, on arrive face à une quadrature du cercle, c'est comment on fait pour diminuer l'impact qu'on peut avoir sur place et diminuer le nombre aussi peut-être de personnes, mais en même temps rester dans un tourisme social. Et ça, c'est quelque chose que quand on est dans les discussions, notamment avec les partenaires qu'on peut avoir, les régions, les départements, à chaque fois on nous dit quand est-ce que vous diminuez vos nombres d'emplacements et par contre il faudrait continuer à faire du tourisme social. Or voilà. En ce qui concerne moi mon établissement, j'ai fait le choix il y a longtemps effectivement en famille puisque c'est une activité familiale. On est en bord de plage, on n'a pas de mobile-home, on n'a pas de locatif. Donc nous on est zéro phyto depuis longtemps. Moi je l'avais fait au départ pour mes employés pour pas les empoisonner puisque je venais de l'agroalimentaire. Après on est passé sur le refuge LPO, donc refuge pour la Ligue de protection des oiseaux. Maintenant je travaille sur le zéro déchet où c'est passionnant parce que effectivement on a deux populations, la population étrangère qui est déjà très sensibilisée, la population française qui l'est moins. Donc là-dessus moi je trouve ça très agréable de travailler sur un tourisme social qui tout d'un coup s'approprie des choses qui au départ étaient plutôt de l'ordre du centre-ville un peu urbain, CSP+, et qui du coup par capillarité apprécie ces pratiques. Une chose courageuse que vous avez dû mener? Le compostage cet été. parce que même si maintenant on a des techniques et qu'on fait du biocompostage, pas du lombricompostage, c'est un peu technique, mais voilà, et que comme on travaille des volumes, c'est quand même quelque chose qui est pas très très agréable à traiter. L'odeur est assez forte. Il faut demander à ses équipes et y participer soi-même parce que vous pouvez pas demander à quelqu'un d'aller faire ça et puis pas vous y êtes, donc vous êtes aussi obligé d'y aller. Et c'était assez cet été avec les chaleurs et la canicule, parfois c'est pas toujours très agréable et fantastique, mais bon, ça fait partie du lot quand on va travailler sur le zéro déchet. Et puis pour terminer, un dernier mot, quand est-ce qu'on aura une politique ferroviaire digne de ce nom qui permet de créer réellement les conditions du transport, de l'accès aux vacances des familles, notamment l'été, à un moment où les tarifs sont assez compliqués, avec des horaires de circulation qui permettent de se rendre à destination, et puis un petit coup de gueule complémentaire pour dire tiens, quand tu veux aller à Barcelone, il faut vraiment être riche pour prendre le train, c'est beaucoup plus économique de prendre l'avion, donc réguler les conflits entre la SNCF et la RMF serait une bonne solution. Ça c'est un coup de gueule. C'était quoi la deuxième question? Un coup de cœur. Un coup de cœur, écoute, je crois que les témoignages qu'on a eu aujourd'hui nous montrent que les acteurs du tourisme social sont effectivement les ancêtres du tourisme durable et qu'ils ont commencé depuis déjà quelques années pour plusieurs d'entre eux à intégrer la dimension environnementale dans leur démarche. Et je pense que ça, c'est véritablement un gros coup de cœur pour dire que les acteurs du tourisme durable de demain peuvent bigrement s'inspirer de ces gens-là. Ce podcast a été réalisé par Clémentine Russo et Sandrine Mercier. Il est produit par les acteurs du tourisme durable. Merci pour votre écoute et à bientôt.